Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a pour titre Les tempêtes invisibles, accueillir ce que la PMA fait vivre à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons changé un peu le format que normalement on fait de webinaire. Normalement, comme vous savez, dans les webinaires, il y a toujours une collaboratrice et une de nos gynécologues. Mais aujourd'hui, on l'a fait exprès en changeant le format pour laisser un peu l'espace aux émotions, pour laisser un peu d'un côté tout ce qui est la partie médicale et scientifique et ouvrir vraiment l'espace à tout ce qui est émotion. Donc, nous avons le plaisir de partager ce moment aujourd'hui avec Mama Louifi. Donc, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. Euh, je vous présente un peu qui est Mama Louifi. Elle est accompagnante en fertilité et elle est sophrologue certifiée spécialisée dans le parcours des PMA. Depuis 2017, Mama accompagne les femmes confrontées aux montagnes russes de la fertilité, mais son approche va bien au-delà de cet outil. En fait, ce qu'elle offre, c'est un espace émotionnel qui soit sécurisé, où l'on peut déposer ce qui ne se dit pas normalement dans les cabinets médicaux. C'est très important. Ce qui est les peurs, l'attente, la solitude, les micro-deuils répétés, etc. Avec elle, on apprend non seulement à traverser un protocole, mais surtout à se retrouver, à réhabiliter son corps, son cœur et sa puissance de femme. Donc, Mama, elle vous propose un schéma intérieur de transformation pour que chaque femme puisse vivre son parcours non plus comme une lutte, mais comme un retour à elle-même. Donc, après ceci, je vais vous expliquer un peu la dynamique de ce webinaire. Comme vous pouvez voir, vous avez en bas une section qui s'appelle chat, que c'est pour interagir entre vous. Donc, on vient d'écrire bienvenue à ce webinaire si spécial. Donc, n'hésitez pas de parler entre vous. Et après, vous avez une section qui s'appelle questions. Cette section-là, elle est en toute confidentialité. Il n'y a que moi qui va pouvoir lire ces questions-là en haute voix, mais sans dire nom et prénom. Donc, je vais les lire en haute voix et c'est maman qui va les répondre. Donc, voilà. Maintenant, je cède la parole à maman et je vous remercie à toutes et à tous d'être aujourd'hui là. Merci. Merci Esther pour cette introduction et cette invitation. Merci à toutes et à tous. Je suis Excusez-moi. vraiment très heureuse d'être parmi vous, qu'on puisse partager ce moment ensemble pour pouvoir vous parler de la PMA et voir ce qu'elle vous fait vivre à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, effectivement, on parlera de la PMA, de ce qu'elle vous fait vivre. Alors, pas seulement dans le corps, mais également dans le cœur, dans le mental, parfois même dans l'identité. Ensuite, dans un second temps, je vous inviterai dans un exercice de visualisation guidée, un moment pour vous recentrer, pour vous offrir un abri intérieur. Et enfin, on gardera quelques minutes, enfin des minutes, pour pouvoir, pour que vous puissiez poser vos questions et également pour que vous puissiez simplement peut-être déposer certaines choses qui résonnent en vous. Donc prenez cet espace comme un espace safe dans lequel vous pouvez venir déposer ce que vous avez besoin de venir déposer pour pouvoir ressentir en toute légitimité. Alors, je sais que le parcours médical, le parcours PMA est médicalement très carré. Il l'est pour les émotions beaucoup moins et pourtant, c'est souvent là que se jouent les grandes tempêtes. D'où ce titre. Alors je me suis, souvent demandé, avant de pouvoir, effectuer avant cette préparation, cette présentation, je me suis demandé si le mot, tempête était le mot idéal. Est-ce que c'était un mot pas trop fort? Est-ce que c'était un mot juste? Et je me suis dit que finalement, c'était un mot parfaitement juste. Le mot, il est fort, mais vraiment, il est juste, car ce que vous vivez au fil des cycles, ce ne sont pas simplement de simples vagues émotionnelles, ce sont des rafales, des orages, des bouleversements profonds. Il y a plusieurs tempêtes, ce que j'appelle des tempêtes. Il y a les tempêtes de l'attente, celles qui peuvent durer entre 2 résultats, entre 2 cycles, 2 protocoles. Il y a également la tempête de la peur, comme je l'appelle, avec toutes les questions qu'on peut se poser, qui reviennent sans cesse. Et si ça ne marchait jamais? Et si mon corps me trahissait? Et si je ratais tout? Il y a la tempête de la colère qui peut arriver aussi parfois dans un second temps, quand le processus peut être plus long. La colère, elle peut être tournée contre soi, contre les autres, contre le corps médical parfois également, contre l'injustice, de ce que l'on vit. Et il y a une tempête dont on ne parle pas beaucoup, c'est la tempête silencieuse.
Vous voyez sur mon slide, je l'ai mis en beaucoup plus gros que les autres, parce que celle-ci, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle peut vous vider doucement à l'intérieur. Ces tempêtes, elles sont souvent invisibles pour l'entourage, mais vous, elles vous traversent, vraiment en profondeur. Parfois, elles vous laissent sans souffle, sans repère, sans envie, et ces, tempêtes vécues de façon, répétitive font aussi que parfois on ne se reconnaît plus. Alors je tiens quand même à vous rassurer, si vous vous retrouvez, dans cette description-là, toutes ces émotions, elles sont normales, même si, je sais qu'elles sont souvent refoulées parce qu'on veut, rester forte, parce qu'on veut faire bien, parce qu'on veut tenir le coup. Mais à force, on finit par s'épuiser, aussi bien physiquement, qu'émotionnellement. Je sais, on s'accroche à chaque cycle et puis parfois on peut s'effondrer, on se remet debout tant bien que mal. Hem et c'est vraiment cette ambivalence que moi j'ai envie de pointer. C'est ce mélange de courage immense et en même temps de fatigue extrême. Alors ce que, ça provoque, au-delà des émotions, ça va être que parfois on ne se reconnaît plus. C'est vraiment ce que, je vais pouvoir observer, que ces tempêtes, en fait, elles ne font pas que vous chambouler. Pour certaines, elles vous effacent doucement. Beaucoup de femmes dans ce parcours ne s'habitent plus et très souvent, on me dit, je crois que c'est le mot qui me revient le plus souvent, alors dans mes échanges, hein, dans mes accompagnements, mais même, dans mes échanges avec, des personnes de mon entourage, dans mon cercle privé, professionnel, c'est: «Je vis à côté de moi-même». Elles ont l'impression d'oublier qui elles sont, leur joie, leur humour, leur créativité, leur puissance, la puissance féminine, et vous ne devenez plus finalement que la femme en essai bébé. Et progressivement, vous effacez derrière des résultats, derrière des protocoles, derrière des traitements. Parfois même, vous pouvez mettre entre parenthèses votre vie, votre couple, votre vitalité. Et mon travail et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez ne pas vous perdre dans cette quête. Vivre ce parcours, mais aussi ne pas vous oublier et même parfois, quand on s'est oublié, se retrouver. Réhabiter son corps, son cœur et sa vie, dans les actes quotidiens. Parce que, oui, on peut, s ne pas s'oublier que lorsqu'on souhaite un enfant, ne pas s'oublier soi-même et parfois même, se transformer et se servir de cette expérience pour se renouveler et revenir à soi, vraiment. Alors, la question qu'on me pose et qui est très légitime, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, c'est si difficile à vivre? Alors, pourquoi c'est si difficile à traverser? Ce qui rend finalement la PMA, si éprouvante, et peut-être que vous pourrez me dire si oui ou non c'est votre ressenti tout à l'heure, ce n'est pas seulement le parcours PMA, c'est cette injonction au contrôle permanent. C'est le fait de devoir tenir bon sans relâche, jour après jour, épreuve après épreuve. Cette cette pression permanente d'être forte, de rester positive, de ne pas craquer, de tout faire parfaitement. Je le vois, hein, je vous le dis dans mes accompagnements, de manger ce qu'il faut, de suivre le protocole à la lettre, de ne surtout pas stresser parce qu'on vous dit que le stress, va augmenter, enfin, va réduire vos chances. Mais ce contrôle ne protège pas du chaos émotionnel. Parfois même, il va l'aggraver. Parce qu'il y a derrière ce sentiment, le sentiment d'échec, de se dire: «C'est de ma faute». Et si c'était de ma faute? La peur que ça ne marche jamais, la culpabilité d'y penser tout le temps et cette impression, comme je vous le disais, de vivre à côté, de ne plus être vraiment vivante, d'être coincée dans un tunnel. La PMA, effectivement, elle n'épuise pas seulement votre corps, mais elle vide également votre cœur. Alors, la réponse qui la question qui arrive ensuite, c'est: «OK Mama, mais concrètement, comment est-ce que moi je fais pour pouvoir, passer ces tempêtes? Quelles sont les solutions que tu m'offres?» Et ce que je réponds très souvent, c'est ce que je vous propose de voir, c'est: qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une tempête dans la nature? Et le constat, c'est qu'on ne cherche pas à l'arrêter, on se met à l'abri, en sécurité, on se protège, on observe, on l'écoute, on attend qu'elle passe.
Et c'est exactement ce que je vous propose de faire avec vos émotions. De ne plus vous battre contre elles, mais plutôt d'apprendre à vous abriter à l'intérieur de vous, à les écouter, à les comprendre, à s'aimer dans ce cas-là au lieu de s'en vouloir. Parce que la force, et je le vois parce que j'ai des femmes qui viennent et qui ont des parcours parfois très longs. Ce qui marche, c'est pas la force qui fait tenir. C'est la douceur qu'on apprend à s'offrir et cette capacité à revenir à soi encore et encore. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui fait toute la différence. Alors effectivement, ça, c'est des choses que les femmes vivent en accompagnement. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter 5 exercices que vous pourrez, refaire chez vous pour ne plus vous oublier en PMA. Alors, je pense que là, vous voyez mon slide. Le premier exercice que je vous propose, c'est, le rituel du cocon. C'est créer un refuge intérieur chaque soir. Chaque soir, revenir à un moment de calme, à peut-être mettre en place une chose, à s'enrouler dans une couverture si c'est ce qui vous fait du bien, allumer une bougie, respirer profondément, peut-être même fermer les yeux, visualiser un cocon, je ne sais pas, peut-être une bulle dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Le rituel du cocon, il vous permet vraiment de créer un espace safe à l'intérieur de vous. C'est un exercice très simple, mais vraiment symbolique, mais qui marche, qui est d'une efficacité redoutable, vraiment. Un autre exercice qui marche également très bien, c'est, le carnet du «je suis». Ce carnet, c'est un exercice qui vous permet enfin cet exercice, le carnet du «je suis», c'est un exercice qui vous permet de vous reconnecter à votre identité profonde. L'exercice, là aussi, est très simple. Chaque jour, écrivez 5 phrases qui commencent par «je suis». Alors c'est je suis ça peut être: «Je suis courageuse», «Je suis une femme entière». Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus poussé: «Je suis bien plus que mes résultats». Pour que l'épreuve que vous êtes en train de traverser ne vous définisse pas. Un troisième exercice, le scan émotionnel du soir. Ça, c'est vraiment pour, évacuer, hem, les émotions, le trop-plein, chaque soir et de pouvoir, vous en délivrer et ne pas l'accumuler tout au long des jours. Et là, le scan, c'est se poser peut-être, 3 questions. 3 questions, ça pourrait être, «Qu'ai-je ressenti aujourd'hui?» Vraiment poser, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça peut être aussi dans ces moments-là, dans ces moments où on peut se sentir parfois dépassé, surmené, triste aussi, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là? Et puis, se dire: «OK, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai peut-être pas réussi à le dépasser. Qu'est-ce que je peux m'offrir pour demain? Qu'est-ce que je peux m'offrir demain pour pouvoir, m'apaiser, pour pouvoir, s passer par-dessus cette émotion?» Un quatrième exercice, c'est, le toucher réparateur. Très souvent, en parcours PMA, on a du mal avec son corps. Les hormones ont fait leur travail, un mauvais travail, on le sait toutes. Hem, Ça peut être on peut avoir un corps, douloureux, un corps, qui a changé. Et là, l'idée, c'est vraiment de récréer un lien doux avec ce corps. Et c'est simplement poser ses mains sur, peut-être votre ventre, sur votre cœur, sur les parties douloureuses et de respirer calmement et de se répéter: «Merci, merci, je suis là pour toi». Et là, de vraiment refaire une reconnexion corps-esprit et ne pas se dire: «Je ne suis qu'un corps», pas se dire, «Il faut que je me mette en marche émotionnellement, mentalement, que je me prépare», mais non, vraiment faire cette connexion et se dire: «Voilà, je suis là pour toi» et inversement, mon corps est là pour ma tête, pour supporter ma tête et l'inverse est également vrai. Et un autre exercice que j'ai appelé le petit geste sacré du jour. Là, c'est l'idée de vraiment rester connecté à soi et c'est chaque jour. Choisir une micro-action rien que pour vous. Cette micro-action, elle peut durer 1 minute, 5, 1 heure, un après-midi. C'est danser, écouter de la musique,
cuisiner pour le plaisir. Alors cuisiner pour le plaisir, cuisiner pour soi, pas pour les autres. Vraiment, c'est un temps pour soi, un temps d'introspection et juste se dire: «Je ne m'oublie pas. Je ne m'oublie pas, je suis une personne à part entière. Je compte sur moi aussi» parce que si vous ne comptez pas vous sur vous, personne, personne ne pourra le faire non plus. En conclusion, si vous deviez garder, une seule chose en tête de tout ce qui a été dit aujourd'hui, j'aimerais que vous repartiez avec, cette idée simple mais puissante. Vous avez le droit d'être traversé par la tempête. Vous avez le droit. Il faut s'octroyer ce droit-là, mais vous n'êtes pas obligé d'être emporté par cette tempête. Vous pouvez apprendre à vous abriter, vous pouvez apprendre à vous écouter, vous pouvez apprendre à vous retrouver, à transformer ce, ce moment de vulnérabilité en un chemin vers plus de présence, vers plus de conscience, vers plus de douceur également envers vous-même. Un espace dans lequel vous pouvez avancer sans vous oublier, avancer avec plus de paix, plus de confiance et plus de conscience. C'est vraiment un mot que j'utilise très souvent parce que, voilà, on a la tête dans le guidon et on oublie de prendre du recul, on oublie de revenir à soi et de prendre des décisions, d'agir, de vivre en conscience et ça, c'est très, très important pour pouvoir être vivante tout au long de ce parcours, tout au long de ce parcours. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice, donc une visualisation, guidée. Lors de cette visualisation, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette visualisation? C'est un exercice simple, c'est, une visualisation d'ancrage et de calme pour vous aider à ressentir concrètement ce qu'est un abri émotionnel. C'est un espace rien que pour vous, pour respirer et revenir à vous, être pleinement là, avec vous-même pendant ce chemin. Alors je ne sais pas comment vous allez vivre ou même comment vous écoutez ce webinaire. Si vous avez décidé, vous pouvez décider de mettre des écouteurs pour le vivre avec plus de présence. Le tout, c'est de vous installer dans un endroit calme, vous ne serez pas dérangé, et de vous mettre dans une position agréable, sans tension. Ça peut être assise, si vous êtes assise même sur une chaise, ça marche. Ça peut être en position semi-allongée si vous le souhaitez. Ça peut être en position allongée si vous préférez. Ça va durer quelques minutes. L'idée, c'est juste de pouvoir prendre ce temps pour vous, d'accueillir tous les ressentis avec bienveillance et non jugement, et de vous laisser porter. Je vous laisse vous installer, je vais moi-même m'installer. À tout de suite. Normalement, on ne t'entend pas. Non, on n'entend pas. Vous m'entendez à moi? On t'entend pas, maman, du tout. Est-ce que là, vous m'entendez normalement? Vous m'entendez? Oui, là, oui. Très bien. Alors, je vous invite à vous installer. On va pouvoir commencer cette visualisation. Je vous proposais de commencer par fermer les yeux et de prendre de profondes inspirations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. En inspirant, vous inspirez le positif et en expirant, vous allez expirer le négatif. J'inspire la positivité, le calme, la sérénité. Et j'expire le négatif, les mauvaises pensées.
De nouveau, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à relâcher. Très bien. Rappelez-vous, prenez ce temps pour vous, laissez venir ce qui doit venir. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dehors, au milieu d'un paysage vaste, et que le ciel est en train de changer. Le vent se lève et vous sentez que la tempête approche. Ce n'est pas une vraie tempête, c'est une tempête intérieure. Celle que vous vivez peut-être depuis des semaines, des mois ou même des années. Il y a du vent, des éclairs, peut-être même de la pluie. Tout ce que vous ressentez en ce moment prend la forme de cette tempête. Observez ce qu'il se passe. Sans vous juger, sans vouloir calmer ou changer. Simplement reconnaître ce que vous ressentez. Ça peut être de la fatigue, de la colère, de la tristesse, de la peur. Peut-être rien du tout. C'est OK aussi. Maintenant, visualisez que vous trouvez un abri, un endroit sûr, rien qu'à vous. Ça peut être une cabane, un cocon, une lumière douce, un lieu calme, à l'intérieur ou à l'extérieur. Un lieu où vous pouvez pleinement respirer. Depuis cet abri, vous pouvez voir que la tempête est toujours là, dehors. Mais vous, vous êtes en sécurité. Vous pouvez enfin souffler. Je vous proposais de prendre une profonde inspiration et d'expirer fortement pour relâcher. Ici, dans cet espace de sécurité, vous n'avez rien à prouver, rien à réussir. Vous pouvez juste être. Être vous. Pleinement vous. Accueillez ce que vous ressentez comme comme si vous étiez en train d'accueillir une amie chère. Vous pouvez poser une main sur votre cœur si vous le voulez et dites-vous doucement, ça peut être intérieurement ou à voix basse:
Je vois ce que tu traverses. Tu es forte. Tu fais de ton mieux. De nouveau, prenez une profonde inspiration. Et vous allez expirer en prenant un instant pour ressentir. Ressentir comment votre corps va, comment votre cœur va maintenant. Quand vous serez prête, vous pourrez doucement revenir à vous, revenir à cet instant. Ouvrir les yeux et revenir ici avec un peu plus de douceur pour vous-même. J'espère que cette méditation vous aura plu et vous aura permis de découvrir qu'il est possible, avec des exercices assez faciles, qu'il faut s'approprier, à vous sentir bien et à pouvoir faire en sorte que vos émotions puissent être entendues. Je vous propose, si vous êtes OK, si Esther est également OK, de pouvoir passer aux questions. Bonsoir. Bonsoir Esther. Merci beaucoup pour cette présentation si intéressante, cet exercice. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais poser à la section questions. Hem, je vois que nous avons ici, quelques questions qu'on nous a posées. N'hésitez pas de continuer à poser. On a encore une demi-heure de webinaire, donc on a le temps. Donc je vais lire la toute première, mais je crois qu'on est un peu tous concernés par cette question, même moi-même. Donc, comment faire quand l'entourage ne comprend pas ce qu'on traverse? Alors, c'est effectivement une question qui revient très, très fréquemment, qu'on pose tout le temps. C'est une réalité, hein, pour beaucoup. On vit ce parcours et on se sent parfois seul, parfois même le conjoint, heu, vit une autre expérience que la nôtre et ma réponse, elle est: on ne peut pas toujours exiger des autres, ce qu'ils n'ont jamais appris à ressentir. Mais on peut choisir de ne pas, se suradapter. Ce que je veux dire par là, c'est que votre douleur, elle est légitime, il n'y a pas à revenir là-dessus, même si elle est souvent invisible pour les autres. Et parfois, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher de la reconnaissance, c'est en soi. L'idée, c'est de vous dire: «OK, je décide, enfin, je n'ai pas la main sur ce que les autres, peuvent penser, hem, le fait qu'ils ne comprennent pas. Par contre, j'ai la main sur les émotions que j'ai envie, hem, de ressentir lorsqu'ils ne comprennent pas». Et là, les émotions à avoir, c'est se dire: «OK, j'ai pas la main sur eux, mais moi, j'ai décidé que j'allais peut-être faire preuve de bienveillance». Alors bienveillance envers eux, mais finalement de la bienveillance envers soi. Et se dire: «Ils ne comprennent pas, ça veut juste dire que je dois m'occuper encore un peu mieux de moi». Que finalement, je ne peux pas attendre des autres, je ne peux pas exiger des autres, mais je peux exiger de moi de la bienveillance, de la douceur pour pouvoir continuer à traverser, ce parcours, hem et pouvoir être endurante. Voilà comment je répondrai à cette première question. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça vous parle? C'est très clair, merci.
Donc, je vais lire une deuxième question qui est aussi très intéressante. Comment retrouver de l'énergie quand chaque échec nous vide un peu plus? Alors ça aussi, c'est une excellente question. Hem, Comment retrouver cette énergie? Alors cette énergie, il faut déjà se dire que où est-ce qu'on en est de cette énergie? Est-ce qu'elle, est-ce qu'on a de l'énergie? Et là, se dire: «OK, comment comment je vais la retrouver?» Et là aussi, tout est en vous. Retrouver de l'énergie, ça va être retrouver de la vitalité et retrouver de la vitalité, ça va être, comme je vous le disais, utiliser des petits exercices et se dire: «OK, il va falloir que je me donne de la force, il va falloir que je prenne soin de moi» et tout au long du parcours, je vais devoir m'occuper de moi. Je dis souvent à toutes mes clientes: «Ce que vous vivez, c'est un parcours de fond, c'est pas un sprint. Vous pouvez pas tout donner maintenant» et l'idée, c'est pas de tout donner maintenant. L'idée, c'est aussi de vous économiser. Parce que si vous donnez tout, tout de suite, si jamais votre parcours dure plus longtemps que prévu, vous serez à bout de souffle, vous serez à court de vitalité et c'est de se dire: «C'est une course de fond et je vais devoir me ménager». Alors se ménager, c'est les exercices que je vous ai donnés, ça peut être aussi, faire du sport pour certaines. L'idée, c'est de trouver un exutoire qui va nous permettre de retrouver cette vitalité. Ça peut être aller marcher dans la nature pour celles qui aiment. Ça peut être, hem, faire une activité. Là dernièrement, j'ai une de mes clientes qui est tombée en amour pour la poterie, alors elle n'y connaissait rien et elle me disait: «Ben, je suis pas encore, une enfin, je suis pas enco j'excelle pas encore dans mon art, mais en tout cas, ça me fait du bien». Ça lui permet de se ressourcer. Voilà comment vous pouvez faire aujourd'hui pour retrouver cette vitalité et tenir dans le temps. Super, merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle question. Comment chasser le sentiment de honte de ne pas arriver? Alors, c'est également une question qui revient très souvent, cette sensation de honte et en fait, très souvent, c'est une question de posture. En fait, on a honte parce pense on pense à l'image qu'on renvoie aux autres. D'accord? On a honte de pas réussir. En fait, on a honte de pas réussir face aux autres. Et c'est toujours finalement le même mécanisme. C'est se dire: «OK, en fait, je me vois toujours et je vois toujours mon parcours à travers le prisme des autres» et c'est revenir à soi et se dire: «Moi, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je vis. Voilà ce que je vis aujourd'hui et je dois l'assumer pleinement» et très souvent, ce sentiment de honte envers les autres, c'est souvent un problème de confiance et d'estime de soi et à partir du moment où, vous travaillez cette confiance, à partir du moment où vous travaillez cette estime de vous, vous acceptez plus facilement le regard des autres et surtout, vous acceptez le parcours que vous êtes en train de vivre et c'est plus de la honte, ça se transforme très souvent de la compréhension de soi et pareil de la douceur envers soi, de la douceur envers soi-même. Merci maman. C'est très intéressant, ce que tu nous conseilles. Alors, j'ai une nouvelle question à te poser, à dire. Est-ce que vous conseillez un suivi psychologique et avec qui et à quelle fréquence? Alors c'est aussi une excellente question. Moi, je suis absolument pour les accompagnements. Je suis absolument pour le fait d'être accompagnée, d'être encadrée, pour toutes les étapes et la subtilité dans cette question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Vous parlez d'un suivi psychologique. Évidemment, si vous ressentez le besoin d'avoir un suivi psychologique, il faut absolument vous tourner vers une personne formée et là, je pense évidemment à un psychologue. C'est c'est évident. Ensuite, il y a le pendant de cette question qui est cette réponse qui est: «OK, je sens que j'ai besoin de parler». Et puis, il y a aussi des personnes qui ont besoin de se sentir accompagnées et dans l'action. Et c'est c'est pas incompatible, en général, c'est même, complémentaire. Moi, j'ai énormément de femmes qui viennent me voir et qui ont également un suivi psy. Et le suivi complémentaire, si vous en ressentez le besoin, c'est se dire: «J'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de mettre des choses en place». Ça peut être plusieurs choses. Alors effectivement, je prêchais pour ma paroisse, ça peut être se dire: «J'ai besoin de sophrologie, j'ai besoin de coaching, hem, j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin de me réhabiter, de réhabiter mon corps, de réhabiter mes émotions».
OK. Mais il y a d'autres façons. Il y a des personnes qui vont, en plus de ce suivi, psy, heu, vont, aller voir un kinésio, vont aller voir un acupuncteur. Moi, j'invite vraiment toutes les femmes, en tout cas, à se faire accompagner de la façon qui leur convient le mieux. Pour répondre à la deuxième partie de cette question, à quelle fréquence? Alors moi, je ne vais pas parler pour un psychologue parce que je ne sais pas à quelle fréquence lui, conseille, aux femmes d'être accompagnées. Je vais en tout cas vous parler de moi, la manière dont, je souhaite que les femmes soient accompagnées. En général, c'est une fréquence, alors déjà, c'est sur un temps déterminé, d'accord? Moi, je j'accepte pas, et ça arrive très souvent, que mes accompagnements terminent et que les femmes continuent de rester dans mon accompagnement. Je refuse absolument parce que l'idée, c'est de les qu'elles deviennent autonomes, d'accord? Qu'elles puissent, s'autonomiser effectivement, qu'elles puissent décider, qu'elles puissent avoir les clés. Donc il faut, à mon sens, un temps déterminé parce que sinon on devient un petit peu dépendante de la personne qu'on a en face de soi et c'est pas l'objectif. Nous, notre objectif en tant qu'accompagnant, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez ensuite continuer et que vous puissiez avoir, les outils nécessaires. Une fois que vous êtes dans un accompagnement, le rythme, à mon sens, et je parle vraiment de ce que je vois depuis toutes ces années, c'est 1 semaine à 10 jours. Pourquoi 1 semaine à 10 jours? Parce que c'est le temps d'intégration entre chaque séance. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent: «Oui, est-ce qu'on peut se voir, 2-3 fois par semaine? Ça permettrait d'avancer plus vite» et la réponse est non, ça ne vous permet pas d'aller plus vite. Parce qu'il faut, entre chaque séance, un temps d'intégration. Il faut que vous puissiez, digérer, que les choses puissent se décanter et que vous puissiez, vraiment faire infuser tout ce qui s'est dit pendant cette séance, toutes les prises de conscience que vous avez. Donc à mon sens, le meilleur rythme, ça reste toutes les semaines, toutes les 10 jours, mais également sur un temps déterminé. Il arrive tout de même, on ne vous lâche pas dans la nature une fois que, par exemple, les 4 mois avec moi sont passés, qu'on refasse des petites sessions ponctuelles. Parfois, ça peut permettre juste de rassurer la personne avec qui on a travaillé, mais il ne faut pas créer cet état de dépendance. Voilà pour cette question. Merci, Excusez-moi. je vais lire, une nouvelle question. Comment on fait pour se débloquer, se relancer quand on se sent paralysé, quand on n'arrive plus à prendre de décision pour la suite du parcours, qu'on est seul à faire le choix de la technique, de la période, et cetera? Est-ce que tu peux recommencer, reposer la question que je puisse bien. Bien sûr, je vais les lire un peu plus lentement. Comment on fait pour se débloquer, se relancer quand on se sent paralysé? Quand on n'arrive plus à prendre de décision pour la suite du parcours, quand on est seul à faire le choix de la technique, de la période, et cetera. Alors, clairement, quand on se sent bloqué, c'est qu'en fait, on n'a plus les outils. On n'est pas toujours obligé d'être accompagné, même si je le conseille fortement. Juste pour reprendre la question passée. Par contre, quand on se rend compte qu'on n'a plus les ressources nécessaires pour avancer, quand on se rend compte qu'on ne peut plus mobiliser, la moindre énergie, quand on se rend compte également que finalement, on a l'impression d'avoir passé toutes les palettes, d'avoir passé toutes les choses, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Dans ces cas-là, il est nécessaire, à mon sens, de se faire accompagner pour que vous puissiez avoir des clés, une ouverture. Un accompagnant, il n'est pas là seulement pour vous dire et d'ailleurs même pas seulement pour vous dire parce qu'il ne le fait jamais, on vous dit jamais: «Vous faites ça, ça, ça». Non. Notre travail, c'est d'ouvrir le champ des possibles et ce champ, en fait, pour vous, il est réduit parce que vous ne le voyez plus et que vous êtes arrivé au bout. Et le travail d'accompagnement, ça va vraiment être de vous ouvrir un champ et de vous dire: «Voilà ce que vous pouvez faire, vers quoi vous avez envie de tendre, vers quoi vous avez envie d'aller». Ne restez pas seul. Vous dites que vous êtes seul à choisir, tout ce qui est, protocole et cetera. Ne soyez pas seul. Ce que vous vivez, c'est déjà bien assez difficile. Offrez-vous un luxe qui n'en est pas un, de vous faire accompagner pour pouvoir, ouvrir ce champ des possibles. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Alors une autre question, comment garder l'espoir malgré les échecs? Alors, c'est pareil, une très belle question. C'est une question, qui revient souvent. Hem, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est, heu, si ce n'est pas vous en tant que femme, pas vous en tant que future mère qui y croyez, qui est-ce qui peut y croire pour vous? En tout cas, qui est-ce qui peut y croire aussi fort que vous? Personne. Donc il faut garder
il faut garder cette stature. Je ne dis pas qu'il faut être toujours au top. Il y a des moments où on parlait des émotions, il y a des moments, c'est des jours sans. Ces jours sans-là, il faut les accueillir. Il faut se dire: «Voilà, aujourd'hui ça va pas, OK, j'ai pas envie, d'être cool, j'ai pas envie d'être bienveillante, j'ai pas envie de donner le meilleur de moi-même, très bien». Mais il faut continuer, en fond, à pouvoir se dire: «Je dois mettre des choses en place, je dois continuer à croire en mon rêve et je dois aller au bout». Et c'est pour ça que je reviens vraiment sur l'idée de je c'est une course, heu, une course, de fond, et là aussi, c'est une question de posture. La posture ici, c'est de se dire: «Ce que je vis, c'est hyper difficile, mais je vais essayer de voir les choses, hem, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide». Je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes clientes, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais qui était dans ce cas-là et qui refusait, qui avait plus d'espoir et qui refusait même, qui avait même décidé qu'elle ne voulait plus, heu, interagir avec des personnes qui avaient des enfants. Elle a de nombreux frères et sœurs qui ont des enfants et elle avait plus envie d'interagir. Et elle avait un anniversaire d'un de ses neveux pour lequel elle se sentait obligée d'aller. Et elle me disait: «Maman, je n'en peux plus, d'entendre toutes ces choses-là parce que je n'ai plus d'espoir». Et je lui ai dit: «OK, de toute façon, tu dois y aller». Elle me dit: «Oui, il faut que j'y aille». Je lui dis: «Très bien, on va faire un exercice. Tu vas y aller et au lieu de te fermer à toutes les discussions, puisque tu n'y crois plus, tu vas t'ouvrir à l'idée que tu y crois et que les discussions d'enfants, il va falloir que tu les entendes». Tu les entendes pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça va bientôt être ton tour et que vu que ça va bientôt être ton tour, c'est un sujet qui t'intéresse. Parce qu'en se fermant à tout espoir, on se ferme aussi à toutes les éventualités et on ne s'ouvre plus. Quand on perd espoir, on cristallise aussi le corps, on cristallise aussi la tête et on n'y arrive plus. L'idée, c'est vraiment de vous ouvrir. Je sais que c'est pas facile, c'est ce qu'on fait effectivement en accompagnement, mais l'idée, c'est vraiment de vous ouvrir à ce nouveau champ, à cette nouvelle posture et se dire: «OK, aujourd'hui, je vais voir les choses autrement et je vais décider que c'est un sujet et que c'est un espoir et que je m'ouvre à cet espoir». Difficile, hein, c'est vraiment une question très difficile, mais vraiment, projetez-vous. Projetez-vous, c'est la meilleure façon, d'y arriver. Projetez-vous en tant que future mère et si vous me dites: «Oui, mais j'ai plus d'espoir» ou «J'ai peur, d'être déçue, d'espérer», j'ai envie de vous dire: «Vous êtes en protocole PMA». Le temps du désespoir, il arrivera plus tard si jamais ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous êtes dans un protocole, donc vous êtes au temps de l'espoir. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut mettre des choses en place. C'est aujourd'hui qu'il faut que vous développiez cet esprit et aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la peur. Je m'entends, il peut y avoir des peurs, il faut les écouter, mais c'est pas le temps de la peur. Là, c'est vraiment le temps de l'espoir, de vous y ouvrir en adoptant une posture ouverte au monde et aux situations qui se présentent à vous. Merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle question. Comment se protéger contre la rudesse du milieu médical qui n'est pas toujours bienveillant? Alors c'est vraiment vos questions, elles sont très poignantes. Effectivement, très souvent, c'est le retour qu'on a. J'ai entendu telle chose, telle chose, telle chose. J'ai envie de vous dire, ce qui est dit par les médecins ne vous définit pas. Les paroles dites par ces personnes-là, ça peut être, alors c'est la réponse que je vais apporter, elle est valable pour, les personnes du milieu du médical comme pour les autres. En fait, ce qui est dit, la dureté, les mots employés, c'est pareil, ça ne nous appartient pas. La, la brutalité avec lesquelles les choses vous sont dites ne sont pas de votre ressort. Vous pouvez décider ou non de les accueillir. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous allez les entendre, OK. Ça peut vous blesser. Vous pouvez vous dire: «Ah là là, il m'a dit ça m'a vraiment brisé, ça a été difficile» et puis ensuite, vous vous placez sur le côté. Vous mettez sur le côté, vous prenez le recul nécessaire et vous vous dites: «OK, est-ce que ces paroles sont vraies? Est-ce que ces paroles sont justes? Est-ce que vraiment cette phrase ou ce qui a été dit était utile dans ce que j'étais en train de vivre? Non. Donc est-ce que je décide de le prendre pour moi? Est-ce que je décide de l'intégrer? Non. Donc il y a vraiment 2 phases. La première phase où vous prenez ça en
en plein cœur, en plein visage. Et puis, il y a la deuxième phase de prise de recul où je décide que finalement, ces mots ne m'appartiennent pas et qu'ils ne me définissent pas et que je n'ai finalement pas envie de les intégrer. Merci, je vais lire, une autre question. Hem, Est-ce que trop espérer peut vraiment bloquer la réussite du parcours? Alors, l'espoir ne bloque rien. Je tiens vraiment à ce que vous puissiez, l'entendre, l'intégrer. Hem, oui, j'y pense tout le temps, vous y pensez, le fait d'y penser, ça réduit vos chances. Non, l'espoir ne bloque rien. Ce qui bloque finalement, c'est la pression qu'on met sur cet espoir. C'est ça qui nous épuise. Ce n'est pas espérer qui est mal, c'est pas le fait d'espérer qui fait mal. C'est se juger à chaque fois que ça ne marche pas. Vous avez le droit d'espérer, ça ne bloquera rien. Vous avez le droit de vous écrouler, ça ne bloquera rien non plus. L'espace entre les 2, c'est ce qu'il faut travailler en profondeur. C'est le fait de se dire: «J'espère», parfois aussi, c'est la tempête, je m'écroule. Mais entre ces 2 là, il se passe des choses et ça ne remet en rien mes chances de réussite. Ça ne remet pas du tout en cause mes chances de réussite. Donc espérer est normal, ça ne bloque pas et le fait de ne pas lâcher prise, ne bloque pas non plus. Alors, il y a un certain alors je dévie, je me permets, il y a lâcher prise et lâcher prise. Très souvent, on entend: «Il faut lâcher prise», le fait de trop espérer, «J'espère trop, je suis trop à fond». Alors, on peut c'est difficile de ne pas y penser quand on ne pense qu'à ça et quand on est obnubilé par ce projet. Le fait de lâcher prise, c'est juste se dire: «Je fais tout ce que je peux, je mets tout en place, mais je n'ai pas la main sur le résultat». Il est là le lâcher prise, en fait. Donc vous pouvez continuer d'espérer, mais vous n'avez pas la main sur le résultat et c'est là qu'il faut lâcher. Et c'est souvent dans cette étape-là, quand on ne lâche pas, que ça devient plus difficile et que le lâcher prise devient plus difficile et qu'on pense que trop espérer réduit nos chances. C'est vraiment dans cette phase-là que ça se joue, je dirais. Merci beaucoup maman, je suis en train de dire un très beau commentaire, vers toi. Les réponses sont tops et maman est super bienveillante. Elle était d'ailleurs prédestinée à la PMA avec un tel prénom. Merci beaucoup, merci pour ce retour. C'était pas prévu, mais la vie avait alors c'était pas prévu pour mon prénom, je l'ai pas décidé, mais la vie aussi avait plus d'imagination que moi parce que je suis arrivée, hem, ici, par des chemins, divins. Donc merci encore, merci pour ce merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Alors je vais lire, pour l'instant, il y a 2 questions qui nous restent. Hem, j'ai l'impression de ne plus être moi. Est-ce que ça revient un jour? Ça va revenir? Oui, oui, bien sûr que, vous redeviendrez vous, mais j'ai envie de vous dire pas comme avant. Ce que vous traversez, le parcours que vous traversez vous transforme et c'est pas une mauvaise chose. Tout à l'heure, je vous disais vraiment prendre enfin, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je dis souvent, quand on me pose cette question: «On ne redevient pas soi-même, on se retrouve autrement». On se retrouve, plus profonde, plus fine, plus consciente et parfois même, souvent, on se retrouve vraiment plus vivante que jamais parce qu'après avoir passé toutes ces étapes, hem, on se rend compte de la vie, des moments et de l'instant présent. Donc oui, mais pas comme avant. Merci beaucoup. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que c'est normal de ne plus rien ressentir, même quand j'ai envie d'y croire? Alors, est-ce que c'est normal de ne plus, rien De ne ressentir? plus rien sentir, même quand j'ai envie d'y croire? Oui, 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 bien sûr que c'est normal. Bien sûr que, c'est même un mécanisme de survie, d'accord? C'est ce que très souvent certaines femmes, beaucoup, pas certaines, beaucoup de femmes ressentent. C'est une manière de se protéger, de ne plus rien ressentir, de se dire: «Oui, j'ai envie, je mets toutes les choses en place, mais je ne ressens plus rien». C'est un mécanisme de survie. Quand, le cœur est trop fatigué, clairement, il se met en pause pour ne pas exploser.
C'est juste, un cœur à ce moment-là qui a besoin d'être tenu, qui n'a pas besoin d'être secoué. Hem, le chemin ici, ce n'est pas de forcer l'espoir, c'est, de vous autoriser à être là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, voilà comment je dirais ça. Merci. Alors, j'ai une nouvelle question. Comment fait-on pour ne pas détester son corps? Alors, là aussi, c'est une question qui revient souvent, la relation, du corps qui a, heu, qui parfois a changé, ou le fait effectivement qu'on a l'impression que ce corps ne suit pas ce qu'on a envie de vivre, ne donne pas ce qu'on voudrait. Hem, aimer son corps de nouveau, c'est finalement le réhabiter. Parce que quand on ressent ça, c'est finalement qu'on est en dehors de son corps. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce corps-là, il faut que vous l'aimiez parce qu'effectivement, hem, aujourd'hui, les résultats escomptés les résultats souhaités ne sont pas là, mais il est toujours là. Il vous soutient, toujours. Il soutient la personne que vous êtes, il soutient le cœur dans lequel, enfin le cœur, il est bien dans votre corps. Il vous soutient, ce corps, quand ça ne va pas. Il vous porte parce que vous continuez de marcher malgré tout. Et vraiment, c'est, dans un premier temps, la symbolique, de vraiment se dire: «OK, ce corps n'est pas hyper optimal, c'est vrai. Il me manque encore des choses aujourd'hui, mais il est quand même là et il me soutient». Ne serait-ce que pour les choses vitales. Il m'aide à respirer, il m'aide à marcher, le sang circule. Donc voilà, vraiment dans un premier temps, se dire que, ce corps me soutient aujourd'hui, pas forcément dans la fertilité, mais en tout cas, il me soutient dans la vie de tous les jours. Et ensuite, la deuxième chose, c'est se réapproprier son corps. Donc se réapproprier son corps, ça passe, par le fait de toucher. Tout à l'heure, je vous donnais un exercice que vous pouvez absolument utiliser. Se toucher le ventre, se toucher au niveau du cœur, se toucher parfois même les bras, le ventre, les jambes, et aussi parfois faire des exercices ou des pratiques, qui peuvent, vous rallier à votre corps. Je pense notamment, au yoga, je pense notamment au massage, heu, à toutes ces pratiques manuelles qui vous permettent vraiment de reconnecter et de faire le lien entre le corps et l'esprit et de pouvoir se réapproprier et réhabiter pleinement son corps. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste lire la dernière question et la toute dernière. Comment fait-on pour vraiment lâcher prise? Je sais que tu as peut-être tu as déjà répondu à ça? Oui, j'y ai répondu, mais je peux de nouveau en parler. Je disais: «Lâcher prise, ce n'est pas abandonner». C'est pas se dire, «C'est bon, j'arrête d'y penser», comme on peut entendre très souvent: «Arrête d'y penser, ça viendra, arrête d'y penser». Très souvent, les femmes elles me disent: «Maman, quand j'arrête d'y penser, j'ai l'impression d'abandonner ce projet». Donc lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est pas cesser d'y croire. Il y a des femmes parfois, pareil, qui me disent: «Maman, moi j'ai lâché prise». Ça ne veut pas dire qu'elles ne croient plus en leur projet, ça ne veut pas dire qu'elles ne, se mettent pas en action. C'est arrêter de croire que vous devez tout contrôler pour que ça marche. Lâcher prise, finalement, c'est continuer d'espérer sans se contracter. C'est continuer d'agir sans se juger. C'est continuer d'y croire sans s'épuiser. C'est vraiment ça. On s'épuise à toujours essayer de tout donner, se dire que, on ne peut pas lâcher prise parce qu'il faut continuer de s'épuiser parce que finalement, c'est comme ça, qu'on pense mériter ce qu'on désire profondément. Alors autorisez-vous, autorisez-vous à lâcher prise, et c'est pas parce que vous lâchez prise que vous n'arriverez pas au bout, heu, de ce parcours. C'est pas parce que vous lâchez prise que ça veut dire que, vous n'y croyez pas. C'est pas parce que vous lâchez prise que vous abandonnez. Lâcher prise, c'est accepter d'être pleinement là dans ce que vous vivez, pas dans ce que vous espériez vivre. Et là, c'est vraiment une bascule intérieure. C'est un endroit où vous ne vous accrochez plus à ce que vous ne pouvez pas forcer et où vous choisissez de vous tenir de vous tenir debout, même au milieu du flou. Lâcher prise, vraiment, c'est
ne plus être dans la performance et continuer à mettre des choses en place, vraiment tout en se disant qu'on n'a pas la main et qu'il faut un moment lâcher et laisser venir ce qui doit advenir. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment pour ce webinaire si beau, riche et émouvant. C'était vraiment, au moins pour moi, je suis sûre que aussi pour toutes les autres participantes, un moment précieux, profond et avec plein de sens. D'ailleurs, l'exercice de méditation était particulièrement touchant et apaisant. Pour moi qui était aujourd'hui, que j'ai pas arrêté de la journée, pour moi, ça a été super apaisant et je suis sûre qu'il a fait beaucoup de bien à toutes les participantes. Merci beaucoup pour ta générosité, ta présence et bien sûr ton engagement et et je voulais aussi vous remercier un grand merci à toutes pour votre présence aujourd'hui, votre écoute, votre confiance et vos partages, qui rendent ces moments encore plus précieux. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Mama pour l'accompagnement et à nous, Fertilab, si vous avez besoin de soutien ou de réponses. Et voilà, on vous envoie plein de courage et de douceur pour la suite. Je suis en train de voir tous les commentaires, tout le monde est super content. Merci beaucoup pour les réponses, c'était précieux. Merci beaucoup pour ce webinaire, c'était très intéressant, donc félicitations. Merci à vous, merci, pour cet échange. Voilà, je vous remercie. Je vais juste vous dire, croyez en vous, croyez en votre parcours, croyez en votre capacité, croyez en votre corps et soyez fiers de vous. C'est très, très important. Soyez fiers de vous et soyez fiers aussi, de votre force parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de force et de résilience pour traverser, ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Merci encore pour votre confiance. Merci beaucoup. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, n'hésitez pas, voilà, ici vous allez voir nos coordonnées et vous pouvez nous dire que vous avez participé aujourd'hui dans le webinaire et aussi vous aurez le contact de Mama, je peux vous le transférer ou qu'elle vous l'écrive ici. Donc merci à toutes et belle soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.